Sud Radio, c'est ça la France. L'été revient, débonnaire, j'irai bien divaguer, prendre l'air. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission des entrepreneurs français. L'été, eh bien là il fait beau, mais les vacances ne signifient pas de ne pas prendre soin de notre planète. Et il est possible de faire ce qu'on appelle du tourisme durable. On en parle tout à l'heure avec une start-up spécialisée dans ce secteur. L'été rime aussi parfois avec canicule, sécheresse, malheureusement. Je rappelle que ce n'est pas la même chose. La canicule est une histoire de température et la sécheresse de précipitation. Je vous propose tout de suite de découvrir une entreprise montpelliéraine qui a développé une innovation pour gérer à distance sa consommation d'eau, détecter les fuites et les surconsommations, justement. Et ça permet donc de voir venir les périodes de forte chaleur, de forte sécheresse durant l'été. Un service innovant et éco-responsable. On en parle tout de suite dans C'est ça la France. Sud Radio, c'est ça la France. Et nous sommes en ligne avec Pierre-Benoît Labbé, directeur général d'Osmosis. Bonjour Pierre-Benoît. Bonjour Nathalie. Vous allez bien ? Ça va, Hugo? Oui, on avait déjà eu l'occasion de vous avoir en interview, je me rappelle, pour une serrure connectée. Vous innovez, vous, à l'approche de l'été à chaque fois. Hein. Oui, c'est vrai. À chaque fois, on essaye de développer des nouveaux produits. Alors, vous êtes une entreprise spécialisée dans les solutions numériques et qui a mis au point une innovation pour mieux gérer son eau, une denrée rare, notamment pendant l'été, Osmo Power Water. Alors, votre dernière innovation permet de gérer ces ressources en eau. Expliquez-nous comment ça fonctionne. En fait, c'est assez simple. On a développé des solutions Osmo Power, Osmo Water qui vont permettre aux propriétaires de camping de mieux gérer, d'optimiser leur consommation d'électricité et leur consommation d'eau. Donc, en fait, ça consiste tout simplement en mise en place de compteurs connectés, donc des compteurs électriques pour gérer l'électricité et des compteurs d'eau pour gérer les consommations d'eau. Des compteurs qui sont donc connectés sur un réseau LoRaWAN, je ne vais pas rentrer dans les parties techniques, mais qui vont permettre de communiquer avec un logiciel qui est installé en fait sur le camping. Et ce logiciel va permettre en fait aux propriétaires de camping de connaître exactement ses consommations d'eau et d'électricité de l'ensemble de son établissement et des différents points importants également comme par exemple les sanitaires, la piscine, les mobil-homes, tous les points importants. Donc dès qu'il y a une surconsommation, c'est qu'il y a une fuite et on peut agir très vite. Voilà, exactement. En fait, ce système de compteurs connectés permet donc de connaître bien sûr les consommations en temps réel, de faire des études sur les consommations sur une semaine, un mois, X période, de comparer par rapport aux années précédentes et surtout, de détecter des surconsommations ou des fuites. Alors, votre clientèle, c'est avant tout, vous l'avez dit, les campings, les hôtels. Vous êtes parti de quel constat pour mettre au point cette innovation ? Vous vous êtes rendu compte, finalement, il y avait cette demande de la part des hôtels et des campings, ce souci de gestion d'eau en général ? En fait, ayant moi-même travaillé dans un camping à l'époque, je m'étais déjà rendu compte à l'époque qu'on avait donc pas mal de problèmes de gestion de l'eau, par exemple, et d'électricité. Parce qu'il faut savoir que malheureusement, les installations des réseaux d'eau ne sont pas toujours très récentes. Et on avait régulièrement des problèmes de fuite d'eau, alors que ça soit au niveau des hébergements, que ça soit au niveau des piscines, au niveau des sanitaires. Et ça a occasionné bien sûr des factures très très importantes. Pour vous donner un exemple concret, un robinet qui goutte à aujourd'hui, ça représente à peu près 120 litres d'eau perdue par jour. Ah là là. Une chasse d'eau qui fuit, c'est 600 litres d'eau par jour. Et j'en profite pour rappeler que les chercheurs et les écologistes ne cessent de nous le rappeler, la ressource en eau est un bien rare et précieux qui malheureusement se raréfie en raison d'une consommation croissante, d'une dégradation de l'environnement avec ce qu'on appelle la pollution aquatique, les rejets industriels, la pollution chimique, les eaux usées. Donc il y a aussi cette lutte contre la pollution et le gaspillage qui sont devenus des enjeux majeurs. C'est pour ça que nous avons développé du coup cette solution, la Osmo Power, Osmo Water, qui va permettre aux propriétaires de camping de mieux gérer leur électricité, leur consommation d'eau, de pouvoir intervenir très rapidement dès qu'il y a une surconsommation ou une fuite d'eau qui est détectée, et justement donc d'être de plus en plus éco-responsable. Et pourquoi ne pas décliner cette innovation pour les particuliers ? Ça existe peut-être déjà sous une autre forme ou pourquoi avoir justement réservé cette innovation aux campings et aux hôtels ? Parce que c'est vrai que ce sont des systèmes qui existent déjà. Alors,
Au niveau des particuliers, je connais un peu moins le domaine, mais par contre, au niveau des réseaux de villes, par exemple, il y a déjà des systèmes avec des grandes entreprises qui travaillent justement sur l'eau, qui ont déjà développé ce type de compteurs connectés pour surveiller les consommations au niveau des villes. Et nous, l'idée, c'était justement, comme nous sommes des spécialistes du domaine du camping, c'était de développer une solution qui réponde réellement aux besoins des campings, qui sont des fois un petit peu spécifiques par rapport aux besoins d'une ville classique. Alors, il y a la surconsommation d'eau, mais également la surconsommation d'électricité qu'on peut gérer également. Oui, la surconsommation d'électricité, c'est également un problème récurrent dans les campings. Moi, je me rappelle toujours pareil à l'époque quand je gérais un camping, on avait régulièrement des clients qui allaient laisser par exemple le climatiseur allumé alors que les fenêtres du mobil-home restaient grandes ouvertes. Donc, il faut savoir que une climatisation qui va tourner pendant toute la journée lorsque vous avez 28-30 degrés à l'extérieur, automatiquement, vous allez avoir une surconsommation électrique et donc du gaspillage. Donc, ce système de compteur connecté va permettre également de suivre ça et surtout de pouvoir couper certains appareils à distance. Ah oui. Donc, dès que le directeur de camping va constater qu'il a une surconsommation sur un mobil-home pour X raisons, il va pouvoir couper certains appareils à distance. Donc, ça veut dire que le compteur connecté permet aux propriétaires du camping de repérer le lieu qui rencontre un souci. C'est-à-dire que c'est pas l'information d'un souci en général et à lui de trouver là où il y a le problème. Tout de suite, on identifie l'endroit en question, l'habitation en question qui pose problème. Voilà, c'est l'intérêt justement de cette solution, c'est que ça va permettre de gagner du temps pour le propriétaire de camping parce qu'il va être capable de savoir exactement à quel endroit il a une surconsommation ou une fuite. Alors, on va en parler tout à l'heure, juste après la publicité, mais j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Ce tourisme durable, c'est vrai, parce que là, c'est une solution qui se veut éco-responsable. Vous avez le sentiment qu'il y a eu un vrai déclic à ce niveau-là et un vrai changement dans le souhait des Français de passer des vacances de plus en plus éco-responsables ? Oui, j'en suis persuadé. C'est vrai qu'on le voit, on le constate tous aujourd'hui dans la vie quotidienne. Mais c'est vrai que même dans le domaine des vacances, on se rend compte que les vacanciers sont de plus en plus sensibles à l'éco-responsabilité. Alors, on n'en est pas encore au point où les vacanciers vont choisir leur lieu de vacances qui sera le plus éco-responsable. Mais moi, je reste persuadé que d'ici quelques années, ça sera réellement un critère de sélection. C'est clair. Oui, on le voit bien d'ailleurs, les offres de tourisme durable, quand on en parle comme ça ne veut pas dire forcément des toilettes sèches, la douche limitée, voilà, mais des entreprises qui déjà répondent à un maximum de critères éco-responsables. Et finalement, votre solution en fait partie. Exactement. Et moi, je suis persuadé également qu'à terme, on pourrait même limite faire indiquer au vacancier la consommation qu'il a eue pendant son séjour par rapport à une consommation moyenne et pourquoi pas mettre en place un système, entre guillemets, de récompense ou d'avoir sur un prochain séjour parce qu'il a été, entre guillemets, plus éco-responsable que la moyenne des vacanciers. Et je pense que c'est vraiment un point qui va devenir de plus en plus important pour les vacanciers. Quelle sera la prochaine innovation, Pierre-Benoît Labbé, puisqu'à chaque fois que les vacances approchent, il y a de nouvelles innovations. Et c'est intéressant parce que vous partez toujours finalement du terrain et de votre expérience en tant qu'ancien salarié dans le monde du camping. Si vous voulez, l'objectif d'Osmosis, c'est clairement en fait d'apporter des solutions pour faciliter la gestion des propriétaires de camping et également d'améliorer la vie des vacanciers. Donc c'est vrai que je pars souvent de mon expérience terrain, durant laquelle j'ai pu constater pas mal de choses et pour développer des solutions permettant justement de faciliter la gestion des propriétaires et d'améliorer la vie des vacanciers. Merci encore Pierre-Benoît Labbé. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Osmosis et donc vous avez développé pour cet été notamment, enfin en tout cas à partir de cet été, Osmo Power Water, cette nouvelle innovation qui permet de mieux gérer ses ressources en eau et à distance. Merci pour votre témoignage et bon dimanche à vous. Merci à vous, et bel Nathalie. été surtout. Merci, vous de même. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Allez, on se quitte un court instant et on se retrouve juste après pour continuer à évoquer ce tourisme durable. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Et nous voilà de retour dans C'est ça la France, c'est l'été, le début des vacances et pourquoi pas opter pour un tourisme durable. On en parle aujourd'hui avec vous. Connaissez-vous Gringo, qui se présente comme l'alternative à Airbnb, mais française et responsable. On en parle tout de suite avec Guillaume Jouffre, cofondateur de Gringo. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Guillaume Jouffre. Bonjour Nathalie. Alors, le tourisme durable, est-ce que vous pourriez peut-être définir ce que ça veut dire pour nos auditeurs de Sud Radio ?
Il y a autant de définitions que de visions sur le tourisme durable. Mais moi, ma définition, c'est un tourisme qui a un impact limité sur l'environnement, donc qui a notamment un impact carbone, donc qui inclut des voyages qui sont peut-être un peu moins lointains, avec des modes de transport un petit peu moins carbonés, et puis dans des endroits un peu plus respectueux de la planète, et avec un mode de consommation sur place qui se soucie aussi de l'écosystème, tout simplement. Alors quand on va sur votre site, la première phrase que l'on voit, c'est « Soyons honnêtes, ça coûte à la planète d'aller au bout du monde ». Et vous faites un comparatif entre Paris-New York et Paris-Marseille, l'impact sur la planète en termes de CO2 émis. Alors, est-ce que vous pouvez nous redire justement ce rapport Paris-New York et Paris-Marseille ? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tourisme, c'est 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et là-dedans, il y a 3/4 qui sont liés au transport. Et en fait, quand on regarde en unitaire, effectivement, l'impact carbone, pour aller à New York, c'est 2 tonnes de CO2. Donc 2 tonnes de CO2, c'est quoi? C'est 1 an de quota carbone si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, selon les accords de Paris de 2015. Et en fait, quand on va un petit peu en France, alors on a mis Marseille en exemple sur notre site, mais ça peut être aussi n'importe où en train en fait depuis une ville. C'est quelques kilos de CO2 à peine. Donc c'est en fait on a 1000 fois moins d'impact si vous voulez d'aller pas loin en train dans nos régions plutôt qu'au bout du monde en avion, quoi. Donc, voilà, donc n'allez pas faire un Paris-Marseille en avion. Non, attention, c'est vraiment déjà... Mais il vaut mieux privilégier du train. Si on prend la voiture, privilégier le covoiturage. Ça, c'est vraiment les basiques pour limiter au maximum son empreinte carbone et diminuer les distances aussi, quoi. Voilà, c'est ce que je disais en introduction. Et vous avez le sentiment que les Français sont de plus en plus sensibles à ça, que je pense notamment à cette nouvelle génération qui a peut-être envie d'aller à New York, à Los Angeles. Alors l'idée c'est pas de ne pas y aller, c'est peut-être de prendre conscience, c'est ça, de ce que ça coûte en termes d'émissions carbone, et peut-être du coup de raisonner ces voyages et peut-être en faire moins souvent ou de manière plus responsable. Oui, je pense que déjà, il faut être au courant. Voilà, il faut être au courant de ce que c'est l'impact d'un voyage lointain notamment, de ce que ça représente par rapport à la problématique plus globale du réchauffement climatique. Je pense que l'idée, c'est pas de dire on arrête tout, on fait plus rien et on va jamais voir un petit peu le monde. L'idée, c'est de se dire il faut être conscient de l'impact et aussi s'adapter avec peut-être, si on va loin, des voyages qui sont plus longs, qui sont moins fréquents. Voilà, je pense que c'est la première chose, on va dire. Ensuite, sur les prises de conscience, oui, on voit nettement aujourd'hui une prise de conscience qui se développe petit à petit. Alors pas encore chez toute la population, pas encore de manière assez rapide, mais il y a quelques années, on parlait pas de l'impact carbone de l'avion. Moi, je me souviens, il y a 5-6 ans, moi j'ai pris l'avion, moi personnellement, j'ai eu un quota carbone énorme, et quand je l'ai su, j'aurais aimé le savoir avant. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant je me suis adapté. C'est pour ça que maintenant aussi on essaye d'alerter avec Gringo notamment sur l'impact carbone de ces voyages lointains, parce qu'il y a une urgence climatique qui a traité rapidement, et l'avion, c'est un des gros émetteurs évidemment d'impact carbone, mais au même titre que la voiture aussi sur des voyages lointains notamment. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que ça nous arrangeait de ne pas savoir. Aujourd'hui, on vous le dit. Donc maintenant, en pleine conscience, vous faites vos voyages, mais en tout cas, on a cette donnée-là, elle est davantage communiquée. Surtout, il y a des alternatives. C'est ça qui est intéressant avec Gringo. Parce que alors vous sélectionnez des hôtes responsables, des hôtels responsables, des campings responsables, c'est-à-dire, parce qu'il y a une charte, Gringo. Oui, alors, nous, donc, la vision, on s'est dit, on veut promouvoir un peu les trésors de nos régions plutôt que le bout du monde pour donner envie aux gens de voyager local avec moins d'impact carbone. Et en fait, on s'est dit, on va faire ça au travers de l'hébergement touristique, en sélectionnant des logements sympas un petit peu dans nos régions, chez des hôtes qui sont engagés dans une démarche de respect de l'environnement. Donc c'est des gens qui prennent des mesures concrètes pour l'environnement, qui sont aussi dans une volonté de progresser. Il n'y a pas besoin d'être parfait, mais en fait on vient évaluer chaque hébergeur sur une grille de plus de 110 critères écologiques. Chaque hébergeur s'engage via une charte aussi à être dans une démarche de progrès et à aussi assurer un rapport qualité-prix équitable. Oui, notre politique c'est important. De commission. Nous on prend moins de commissions que les grandes plateformes américaines notamment, et donc on veut que les hébergeurs sur notre site soient aussi au meilleur prix, pour une juste rémunération des hébergeurs, mais aussi un juste prix voyageur. Donc on a une démarche intégrée qui va aussi au-delà de l'aspect environnemental notamment. Et comme je le disais tout à l'heure, parce on a évoqué rapidement le tourisme durable avec le précédent invité, ça ne veut pas dire toilettes sèches, peu d'eau, je ne sais quoi. C'est-à-dire que c'est pas forcément ça. C'est-à-dire qu'il y a c'est peut-être mieux traiter ses déchets. Vous le disiez. Mieux payer ses employés parce que justement la commission est moins élevée. C'est tout ça en fait. Oui, il y a plein de choses en fait. C'est pour ça que nous on a 110 critères. Quand on commence à tirer le fil, il y a tout ce qui est énergie, consommation d'eau, il y a tout ce qui est alimentation locale, bio de saison par exemple.
Voilà, donc en fait, on commence à avoir toute une série de critères quand on commence à aller dans le détail finement. Nous, notre position ensuite, c'est pas de dire justement qu'on sélectionne que des choses qui sont vraiment extrêmement engagées de manière Il y a de tout. super poussée. Hein. Ce qu'on veut faire, c'est mettre en relation des gens avec des niveaux d'engagement correspondants. Si vous êtes très écolo et que vous voulez quelque chose de parfait, sans piscine, sans rien, ben on va essayer de vous mettre en relation avec les personnes correspondantes. Et si vous recherchez d'abord de l'expérience et une piscine, par exemple, ben on va aussi quand même proposer ça parce qu'on veut pas être dans la radicalité dans notre approche. J'ai été sur votre site et honnêtement, les offres sont très variées et il y a vraiment beaucoup d'hôtels ou de maisons d'hôtes très charmantes. C'est-à-dire qu'on sent aussi que l'idée, c'est vraiment de vous montrer, comme vous le disiez, c'est toute la beauté, toute l'offre touristique possible sur le territoire, mais avec certains critères, on le disait, qui sont importants pour vous. Oui, et ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens veulent d'abord passer de bonnes vacances. Donc en fait, il faut le prendre par le côté mettre en valeur, rendre sexy ce voyage local. Hein. Donc si on commence par le prendre par le bout, il faut que ce soit hyper écolo à 100% sur tous les critères, c'est pas la bonne approche pour nous. D'abord, les gens veulent d'abord passer de bonnes vacances dans un logement sympa, dans un cadre sympa, et en plus que ce soit éco-responsable. Et pas l'inverse. Je cherche pas d'abord l'éco-responsable, puis ensuite de passer de bonnes vacances. C'est exactement ça, un modèle durable où on s'engage aussi pour l'environnement. Et vous l'avez dit qu'on rémunère tout le monde correctement parce que vous payez vos impôts en France. Oui, voilà. Et il y a aussi un constat plus largement au-delà de l'environnement, mais sur le volet plutôt souveraineté, etc. On s'est rendu compte, nous, qu'on est le premier pays touristique au monde en France. Hein. On est à 8% du PIB sur le tourisme, et on s'est aperçu qu'en fait, les flux passaient par des entreprises majoritairement étrangères. Et donc ça nous a, je rigole, c'est nerveux, mais ça nous a titillé aussi quand même sur l'idée de développer des alternatives françaises, où on rapatrie la valeur dans notre pays et qui sont au même niveau, en fait, d'excellence que les meilleures entreprises étrangères pour vraiment sécuriser un petit peu les flux touristiques dans notre pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de votre équipe, il y a eu des changements de vie pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Vous, par exemple, quel a été le déclic et que faisiez-vous avant de justement vous lancer dans l'aventure Gringo ? Alors, moi, je suis ingénieur de formation, j'ai fait Polytechnique, mais ensuite j'ai fait 5 ans de conseil en stratégie. Et là, mon travail, c'était d'optimiser un petit peu les ventes et les revenus pour des groupes de moyenne à grande taille. Et en fait, dit-il d'un ton lassé, on l'a compris. Voilà, mais en tout cas, on arrive à la trentaine. Vous voyez, je sais pas si c'était la crise de la trentaine ou autre, mais on se dit tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la suite de ma vie. Donc, moi, j'ai eu un petit bébé, il y a 1 an. On commence à s'interroger aussi sur des choses plus existentielles, quoi. Quel monde je vais laisser à mes enfants, etc. Et moi, c'est là que j'ai été percuté par la prise de conscience climatique, en lisant un petit peu les rapports des experts scientifiques du GIEC, en suivant différents influenceurs aussi sur ce sujet. Moi, je me suis dit, en fait, on a un problème qui est urgent à traiter parce qu'il est irréversible. Chaque gramme de CO2 déjà émis a un impact de réchauffement futur. On a un problème qui est au cœur de plein d'autres problèmes. Hein. Je parle d'accès à l'eau, de rendement agricole, de migration, etc. Enfin, je veux pas faire un tableau catastrophiste, mais en tout cas, on comprend qu'on a un problème majeur à traiter urgemment tout de suite. Et moi, en fait, c'est cette prise de conscience qui m'a fait dire qu'est-ce que je fais à mon niveau, je vais pas sauver le monde, je suis pas Superman, mais qu'est-ce que je peux faire pour tirer dans le bon sens, dans le sens de la transition environnementale, mais aussi économique et sociale. Et c'est comme ça que Gringo est né. Donc la passion des voyages, mais avec justement des valeurs éco-responsables que vous souhaitiez justement mettre en avant. Merci beaucoup Guillaume Jouffre pour votre témoignage, cofondateur de Gringo. Je le rappelle, une plateforme française. Merci Nathalie. Et responsable. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci, pareillement. Au revoir. Au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente Sud Radio C'est la France avec Thibaut le French Trotter. Bonjour Thibaut. Bonjour Nathalie. Et cette semaine, vous vous êtes mis au frais en descendant dans les mines d'ocre de Bruou, qui ont été aménagées afin de faire découvrir au public ce patrimoine exceptionnel. Exactement Nathalie, j'ai visité ces galeries où l'on faisait autrefois l'extraction de l'ocre. On rappelle qu'on parle d'argile qui était très recherchée par l'intervention des colorants chimiques. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et le lieu dont je vous parle est situé au cœur du Luberon, près du village de Gargas. Mais rentrons dans le vif du sujet. Là-bas, j'ai rencontré Mathieu Barrois, c'est le directeur d'Ocra, le conservatoire des ocres et de la couleur. Il m'a expliqué l'origine de l'ocre en remontant l'histoire géologique. L'histoire géologique, c'est 113 millions d'années. On est sous la mer.
Le socle est calcaire et sur ce socle se sont déposés des sables qui venaient du Massif central, qui venaient des Cévennes. Et il y avait très très peu d'eau dans la vallée d'Apt. Et comme il y a peu d'eau, il y avait beaucoup de lumière, beaucoup d'animaux. Et ces crabes, surtout, ont fait des déjections, des déchets organiques qui ont coloré le sable. Ce sont des déchets organiques. L'ocre, voilà. c'est un déchet Au organique. départ. Et non seulement c'est un déchet organique, mais c'est vert, c'est de couleur verte, ça s'appelle la glauconie. C'est un minéral chargé de fer d'origine organique. Première étape. Deuxième étape, remontée du continent africain, cette partie sort de l'eau, climat très chaud, très tropical, de la pluie, du soleil, et il va y avoir des éléments qui disparaissent, des éléments minéraux qui sont apportés, et ça va se transformer en argile, et l'argile on connaît sous le nom de kaolin, pour faire la porcelaine. Sauf qu'en principe c'est blanc, mais comme on a du fer au départ, le fer va s'oxyder, et les oxydes de fer c'est jaune et rouge. Donc la nature, couleur caractéristique de l'ocre. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'on a devant nous sur les falaises, que l'on a à Roussillon, au Sentier des Ocres ou au Colorado provençal, ce n'est pas de l'ocre, c'est du sable ocreux. C'est du minerai. C'est un minerai. D'où, donc, il y a une première histoire qui est en millions d'années, et après, il y a une histoire qui est en milliers d'années. Depuis la préhistoire, on utilise l'ocre pour peindre, et puis il y a une histoire beaucoup plus récente, en centaines d'années, qui est une histoire industrielle, où l'ocre va être exporté dans le monde entier, et surtout, on va fabriquer 40 000 tonnes d'ocre en 1929. C'est passionnant, hein, l'histoire de l'ocre. C'est à la fois un patrimoine naturel et industriel, mais est-ce qu'on pourrait revenir sur justement quelles étaient ses utilisations ? Oui, en fait, l'ocre, c'est le pigment le plus ancien utilisé par les humains. Il était utilisé donc pour les peintures rupestres. Mais plus proche de nous, il entrait dans la composition du caoutchouc comme charge minérale colorante, c'est-à-dire une sorte d'épaississant. C'est pour ça que la production de caoutchouc était rouge avant l'évolution du procédé. Je vous propose maintenant de descendre dans la galerie et on va comprendre comment l'ocre a été extrait. Donc là, on est devant cette façade qui a été travaillée par l'homme, c'est ça ? Ah, totalement, puisque ici, on voit que tous les coups de pioche, c'est à chaque fois un homme derrière une pioche et derrière un bras. Donc, dans la zone où on se trouve, à Gargas, il y a 40 km de galeries souterraines. Et on va y pénétrer d'ailleurs. Voilà. Donc là, on est en extérieur, il doit faire à peu près, je pense, 25 à 30 degrés. Et on va s'avancer et on va tomber à peu près entre 9 et 10 degrés. Donc par précaution, on a mis un petit gilet, on a mis aussi un casque. Alors pourquoi le casque? C'est que d'une part, alors c'est vrai pour les visiteurs, c'est super, vous avez un casque, vous avez une charlotte, vous êtes habillé en ocrier, et en même temps, il y a une raison, il y a toujours une raison, c'est que vous êtes face à peu près à 25 mètres de façade, et donc il peut y avoir des petits cailloux qui tombent, il peut y avoir des éléments, donc il faut protéger les visiteurs. Donc prenons nos précautions. Ça y est, on pénètre dans ces galeries souterraines, on sent un changement de température, effectivement, on avait plutôt très chaud à l'extérieur, là il fait frais. Alors, la volonté de la commune, ça a été de garder une atmosphère très très sombre, mais c'était pour vraiment rendre compte aux visiteurs de l'atmosphère de travail. Les ocriers n'avaient qu'une lampe à carbure pour s'éclairer et ils travaillaient dans le noir. Tout en haut à droite, une trace noire. Donc là, c'était la lampe à carbure qui a fait des traces noires le long du mur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit différentes distances entre les traces noires, parce qu'à chaque fois qu'ils commençaient la journée, ils accrochaient la lampe, et le lendemain... On voit la distance parcourue. Donc on sait en gros un mineur d'avancement, celui qui commence à tailler dans la mine, il fait à peu près entre 50 cm à 1 mètre par jour. Ah oui, alors 50 cm à 1 mètre par jour, pour au final avoir 40 km de galeries souterraines. On imagine le travail titanesque que ça a été. Alors, comme vous ne nous avez pas fini de raconter l'histoire de l'ocre, cette histoire extrêmement riche, on vous retrouve la semaine prochaine au fond de la mine encore. Promis, je redescends pour vous. Et puis nous, on vous donnera après toutes les informations pour aller visiter cette mine. Parce que franchement, s'il fait trop chaud cet été, voilà un bon plan pour y aller en famille. Je confirme, excellent plan. Ouais. Merci Thibaut. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Vous a été présenté par le Comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et merci à vous, chers auditeurs. On arrive à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio, pour de nouvelles émissions estivales. Allez, bon dimanche à vous.